Un article du magazine Pensée magique numéro 1. Les laïcités entre politique et droit. Une analyse du docteur Sacha Sidoric, maître de conférences en droit public à l'université Jules Verne de Picardie. Il existe de multiples laïcités. Ce n'est pas un problème particulier, mais ça le devient quand on confond volontairement ou non l'une avec l'autre afin de légitimer une position particulière. On peut penser bien des choses de la religion dans l'espace public. On ne peut en revanche confondre ce que le droit dit et ce que l'on voudrait qu'il dise. Il est impossible de dériver ce qui doit être de ce qui est, nous disait Hume. Tout comme on ne peut dériver ce qui est de ce qui doit être. Confondre ces deux éléments, c'est se condamner à mal lire la réalité, mais aussi à mal argumenter sur la manière de changer cette réalité. Laïcité, le mot sans la poudre. C'est ainsi que s'ouvrait en 1949 l'une des études juridiques les plus marquantes sur la laïcité. Plus de 75 ans après, ces mots résonnent encore et sont toujours chargés. Le débat public concernant la laïcité n'est pas apaisé, mais là n'est pas le véritable problème. On peut légitimement débattre de la manière dont la société doit être organisée par rapport aux religions et aux faits religieux. Par contre, on ne peut pas confondre ce débat, nécessairement relatif, avec le droit positif français, le droit en vigueur, tel qu'il existe. Les conceptions politiques influencent le droit au moment de se faire, mais une fois les normes édictées, elles sont figées jusqu'à ce qu'une loi vienne modifier cet équilibre. Il n'est alors pas possible de suivre un syllogisme fallacieux du type «le droit protège la laïcité», «j'estime que la laïcité est telle et telle chose», «le droit protège donc telle et telle chose». La laïcité que protège le droit est spécifique. Il est impératif de garder à l'esprit que le mot n'est pas le concept et que le mot ne désigne pas une seule et unique chose. C'est là tout le nœud du problème. La laïcité désigne au moins quatre concepts différents. Nous allons tenter, dans les lignes qui suivent, de démontrer cela afin de lever les confusions qui existent. Avant la démonstration, pourtant, un retour en arrière est nécessaire. Tout discours est situé et tout discours appelle à l'autorité du locuteur. Les lignes que vous entendez bénéficient déjà, pour vous, du crédit accordé par son support, la revue Pensée magique. Ou alors, à l'inverse, ce support les discrédite à vos yeux selon l'avis que vous avez déjà. Ce n'est pourtant pas suffisant. Même François écrit probablement des choses vraies de temps en temps. Même Le Monde écrit probablement des choses fausses de temps en temps. L'article que vous lisez résulte d'une recherche universitaire en cours qui fera l'objet d'une publication académique dans le futur. Cette présentation en est la forme vulgarisée. Il s'agit donc directement d'un appel à l'autorité, mais d'un appel à l'autorité contrôlé par les pairs académiques de l'auteur. Pour en revenir à la laïcité, donc, il est possible de dégager plusieurs sens aux mots, sens qui appartiennent à des registres très différents. Aucun n'est vrai ou faux en soi. Une fois ces différences clarifiées, on essaiera de montrer les grandes lignes de ce que sont les laïcités juridiques, parce que, spoiler, il y en a plusieurs. Les laïcités dans les discours publics. Comme indiqué précédemment, le terme de laïcité renvoie vers au moins quatre concepts généraux dans le langage courant. Le premier est politique, les trois autres sont juridiques. Sur le plan politique, la laïcité renvoie à une idée de séparation entre les religions institutionnalisées et l'État. C'est que cette laïcité implique vis-à-vis des religions dans l'espace public ou dans les services publics n'est pas intrinsèquement fixée. Et c'est ce qui explique les débats relatifs à l'école, notamment. Il faut ainsi garder à l'esprit que lorsque quelqu'un dit que la laïcité devrait être telle ou telle chose, la personne parle uniquement de ses préférences politiques qu'elle souhaite voir recouvertes du sceau légitimant de la laïcité. Il n'est ici question que d'opinion, rien n'est intrinsèquement vrai ou faux. Et il serait sans doute plus correct de parler de laïcité politique au pluriel, comme nous parlerons de laïcité juridique au pluriel. Mais il était plus simple pour l'exposition de ne parler que d'une seule laïcité politique. Sur le plan juridique, la laïcité renvoie à une multitude de concepts.
Il est d'ailleurs nécessaire de distinguer deux niveaux de discours afin de clarifier le propos. Il y a les énoncés du droit lui-même, constitution, loi, etc., et les énoncés que les juristes produisent sur le droit et qui servent à la décrire et l'expliquer. Tout comme en physique, on distingue nécessairement la gravitation de la manière de décrire la gravitation, on distingue en droit les textes de loi et les discours des juristes sur ces textes. Lorsque les juristes décrivent le droit et parlent de laïcité, ils désignent un concept très général qui n'est pas nécessairement propre au droit français. Si je dis que deux États sont laïques, je ne dis pas qu'ils ont exactement les mêmes normes juridiques dans leur système juridique, mais que ces systèmes ont des traits communs qui permettent de les regrouper sous ce concept. À ce titre, un système juridique peut être laïque sans utiliser le mot laïcité, tout comme il peut utiliser le mot laïcité sans être laïque. Cette étape de conceptualisation est évidemment libre. Il est possible d'attribuer au concept toutes les caractéristiques que l'on veut, mais si l'on veut que la classification reste pertinente, il faut que le concept demeure suffisamment proche du ou des sens habituels du mot utilisé. Pour le dire autrement, il est possible de considérer que les États laïques sont ceux dont la Constitution a un nombre d'articles pair et de classer les États selon ce critère. Cela ne sera pas faux, mais cela serait dénué de toute pertinence dans l'utilisation du mot. Trop souvent, les juristes cherchent une essence de la laïcité qui pourrait se déduire du droit français ou de l'histoire afin de déterminer ce concept. C'est dans ce type de démarche que certains vont sous-entendre que la vraie ou la bonne laïcité serait ceci ou cela. Un tel discours n'a pas de sens. Il n'y a pas de vraie laïcité. Il y a tout au plus une vision historique, mais qui s'est construite depuis les Lumières, donc bien avant le 19e siècle et la loi de 1905 qui n'utilise même pas le terme de laïcité. Par ailleurs, ce concept de laïcité ne nous apprend rien du droit directement. Il permet de classer, mais afin de réaliser ce classement, il faut regarder le détail du droit et vérifier si les normes en vigueur font qu'il est possible de ranger l'État considéré sous le concept général de laïcité élaboré. C'est donc sur cette question du droit français que l'on se concentrera directement, mais dès cette première partie, il est nécessaire de dire que notre droit pose deux régimes juridiques très différents de la laïcité. L'un concerne les relations entre les églises et l'État et l'organisation des cultes. L'autre concerne très spécifiquement l'école et peut se voir appeler laïcité scolaire afin de simplifier les choses. Ces deux régimes juridiques, malgré l'usage du mot laïcité, n'ont pas nécessairement beaucoup de liens entre eux. On le verra, la laïcité scolaire est même dérogatoire de la laïcité générale. À ce stade de l'analyse, il faut retenir qu'il n'y a pas un seul sens à laïcité et que dans le discours politique, l'on fait trop souvent passer les velléités politiques des uns et des autres pour des normes juridiques à appliquer. On peut avoir bien des opinions sur l'expression religieuse dans la sphère publique. Pour autant, que l'on soit pour ou contre les prières de rue, ou le port du voile ou du burkini, ces pratiques ne sont pas interdites. Dire qu'elles devraient l'être au nom de la vraie laïcité, c'est produire un argument fallacieux qui repose sur une essentialisation de ce qu'est la laïcité. Il est bien plus honnête d'admettre que sur le plan historique, la laïcité est neutre à ce niveau, mais que l'on souhaite ajouter des interdictions qui la dépassent. Les laïcités juridiques. Avant d'expliquer les laïcités juridiques du droit français, il faut exposer brièvement ce qu'est le droit et pourquoi ces éléments sont juridiques et pas d'autres. Le droit, c'est un ensemble de normes, de règles juridiques. Pour qu'une règle appartienne à un système juridique, il faut qu'une autre règle juridique prévoie sa création. Ainsi, si le législateur peut adopter des règles de droit, c'est uniquement parce que la Constitution l'habilite à le faire et prévoit la procédure pour qu'il le fasse. Le lecteur attentif aura noté un problème logique de régression à l'infini. Tout ce qu'il importe, c'est de retenir que si ce dont il va être question est du droit, ce n'est pas parce que l'auteur de ces lignes le pense, mais bien pour des raisons objectives extérieures à lui. Un second point est essentiel à avoir en tête. Les normes juridiques ne sont pas directement accessibles à notre compréhension.
Elles sont en effet exprimées par des énoncés, des textes. Il ne peut en aller autrement. Mais pour autant, ces textes ne sont pas dénués d'ambiguïté. Tout énoncé a plusieurs significations possibles. Les quiproquos de la vie quotidienne l'illustrent parfaitement. Et en plus, en droit, il n'existe pas de situation d'énonciation permettant de clarifier les choses. Un énoncé est donc porteur de plusieurs normes juridiques toutes égales entre elles, et c'est l'organe d'application qui choisit. Ces éléments clarifiés, passons à nos deux laïcités juridiques. Il ne s'agit pas d'en faire l'histoire complète, ni d'en... La laïcité générale. Le principe de laïcité générale s'est construit par plusieurs grandes lois du début de la Troisième République, dont l'aboutissement est la loi du 9 décembre 1905, dite Loi de séparation des Églises et de l'État. Jamais cette loi ne parle de laïcité, mais si le mot n'est pas utilisé, l'idée est bien présente. Elle garantit la liberté de conscience et d'exercice des cultes et précise que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Elle organise ensuite la répartition des biens affectés au culte par la création d'associations cultuelles, mais ces dispositions critiquées par l'Église n'ont pas trouvé à être réellement mises en œuvre, les associations n'étant pas constituées. Par ailleurs, cette loi ne trouve pas à s'appliquer en Alsace-Moselle, ni en Guyane ou dans certains territoires ultramarins. En 1946, à la Libération, la nouvelle Constitution a inséré une disposition indiquant que la France est une république laïque. Disposition reprise par la Constitution de la Ve République en 1958 et qui se retrouve aujourd'hui à son article premier. Les juristes s'entendent pour dire que malgré le caractère largement vague de cette disposition, elle reprend les grandes lignes de la loi de 1905 et notamment l'idée d'une neutralité de la République. Cela signifie que l'administration, dans son action, ne doit pas se comporter en favorisant une religion ou une autre et doit garantir les mêmes services à tous les administrés. Elle ne peut pas édicter de règles qui favoriseraient une religion ou une autre, mais dans son action, elle ne doit pas non plus montrer de religion. Les agents doivent donc être neutres et ne pas montrer leur religion pendant qu'ils exercent leur mission de service public. À l'inverse, les usagers sont parfaitement libres de montrer leur religion, dans la limite du bon fonctionnement du service. Rien n'interdit alors une prière dans un lieu public, dans la rue ou au guichet de la poste. À l'inverse, le guichetier de la poste ne peut pas montrer son appartenance religieuse, en parole ou en acte. Il ne peut ainsi faire de prosélytisme, ni porter de bijoux religieux voyants, ni même porter de vêtements religieux ou faisant l'apologie de la religion. La laïcité est donc fondamentalement un régime de liberté des croyants contre l'État. C'est l'État qui est neutre et non sa population. C'est d'ailleurs pour cela que les signes et emblèmes religieux sont interdits sur les bâtiments publics post-1905, de même que les crèches de Noël sur la voie publique ou dans les bâtiments publics. Il existe des débats quant au fait de savoir si cette laïcité constitutionnelle englobe l'interdiction de financement direct des cultes de manière générale. On passe sur les aumôneries dont la mise en place est obligatoire pour garantir la liberté religieuse des personnes captives du service public, par exemple à l'hôpital ou en prison. Disons simplement ici qu'en tout état de cause, le Conseil constitutionnel a validé le financement des cultes en Guyane et en Alsace-Moselle en considérant que les constitutions de 1946 et 1958 n'ont pas entendu directement abroger ces régimes dérogatoires. Si le constat est sans doute vrai, le juriste peut facilement contester la conclusion, mais c'est là un travail de recherche et non de vulgarisation et de transmission. La laïcité scolaire. Comme il vient d'être dit, de manière générale, le principe de laïcité n'a jamais interdit aux usagers des services publics de manifester leur religion. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, c'est concernant l'école publique que des questions ont pu se poser. En effet, des élèves musulmanes souhaitaient venir en cours avec un voile. Rien ne l'interdisait. Le Conseil d'État a même reconnu que l'interdiction pure et simple du voile était contraire au principe de laïcité,
sauf dans les cas où il entraîne un dysfonctionnement du service public, par exemple par prosélytisme actif ou pour des raisons de sécurité dans certains cours. En dehors de ces éléments, le voile ne pouvait qu'être autorisé. Une scission dans la laïcité est alors intervenue par la loi du 15 mars 2004 visant à interdire le port de signes ou tenues par lequel les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Malgré l'affichage politique, il ne s'agit pas d'une application du principe de laïcité, mais d'une rupture qui crée à l'école une forme d'anti-laïcité par rapport aux principes classiques, puisque les élèves sont soumis à une discrétion religieuse, les enseignants étant, eux, soumis aux principes classiques de laïcité. On se retrouve alors avec ce deuxième principe en contradiction avec le premier, et qui vise évidemment une population spécifique tout en prétendant appliquer la vraie laïcité. Que l'on s'entende bien, rien n'interdisait spécifiquement aux législateurs d'adopter cette loi, bien qu'il soit possible d'argumenter en ce sens. Mais en légiférant ainsi, on n'applique pas le principe de laïcité, on applique autre chose. Cette autre chose n'est pas mauvaise en elle-même, mais il est impropre de la rattacher à la laïcité classique afin de la légitimer. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine lecture d'un article de Pensée magique pour plus d'esprit critique et moins de pensée magique.